Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast Voice qui donne de la voix aux agriculteurs sur le changement climatique. Le podcast que vous allez écouter a été enregistré en avril 2024 lors de mon stage de première année en école d'ingénieur agronome. J'interroge ici David Bézier, agriculteur dans le Morbihan, sur son activité avec ses compagnons de boulange, Pierre et Félix. Oui, vous avez bien entendu, de la boulange. Mais pour en savoir un peu plus, c'est par ici. Du coup, est-ce que vous pouvez présenter votre exploitation ? Alors, notre ferme, en quelques mots, on est installé depuis 2011 avec Pierre Géano sur un terrain qui n'était pas du tout une ferme à la base, donc on a tout créé. Donc c'est dans le Morbihan, sur le littoral. Paysan boulanger depuis 12 ans maintenant, sur une vingtaine d'hectares à la base. Maintenant, on est plutôt sur 30 hectares. Avec un objectif de valoriser peu de parcelles et pas très productives, et de les valoriser en céréales, farine et pain. Et il y a Félix aussi qui vous a rejoint C'est ça, alors une fois qu'on a passé les premières grandes étapes d'installation, de récupération de parcelles, et que tout commençait à être stabilisé, on s'est dit que c'était une activité qui pouvait être préférable à 3 en fait par rapport à notre petite production, et du coup on a accueilli Félix comme troisième associé en 2020. Du coup, l'objectif de ce podcast, c'est de parler du climat. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque ? Enfin, qu'est-ce que ça t'évoque du coup, à toi, le climat actuellement ? En 3 mots, incertitude, angoisse et réaction rapide à avoir pour faire face aux enjeux de demain, quoi. Ouais. Et justement, pour faire face à ces enjeux, peut-être que au sein de votre ferme, vous mettez en place certaines façons. Du coup, vous êtes en agriculture biologique. En fait, en gros, qu'est-ce qui nous a fait aussi, moi j'étais ingénieur en informatique avant, qu'est-ce qui m'a fait changer et faire une conversion, c'est justement parce que je me posais déjà depuis un nombre d'années importantes quelle était mon action en fait, moi personnellement, et est-ce que professionnellement ça avait du sens et est-ce que j'allais dans le bon sens, et je me suis vraiment rendu compte que l'activité de paysan boulanger en ayant rencontré avait réellement une pertinence par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le climat. Il y a la biodiversité, il y a réellement l'impact social qu'a la paysannerie aussi. En fait, il y a le côté grande structure d'exploitation et petite ferme, autonomie alimentaire. Bref, il y a plein de sujets en fait qui se sont entremêlés, et j'y ai vu vraiment du sens de créer cette activité, et notamment par rapport au climat, les choses qu'on a mis en place dès le début. C'est clair que quand on s'est installé, on a converti en bio les parcelles agricoles. On est allé vers des semences paysannes, soit des vieilles semences, soit des semences plus ou moins modernes, mais qui gèrent bien l'aspect semences paysannes. Donc voilà, après... Expliquer ce que c'est semences paysannes, je ne sais pas si tout le monde... Ouais, alors déjà 2 choses, c'est... derrière la notion de semence paysanne, il y a la notion d'autonomie, c'est-à-dire être capable de produire soi-même ses semences d'année en année. Voilà, c'est ça. Et donc, souvent, ce qui se joue derrière, c'est justement, si on est sur des variétés qui sont trop modernes ou ultra sélectives, la biodiversité génétique, elle est limitée. Et donc l'adaptation dans le champ, liée à nos terroirs, et puis à nos terrains qui sont quand même pas non plus très avantageux, on a beaucoup d'intérêt à se reporter vers des variétés anciennes qui ont potentiellement plus de biodiversité en interne, qui ont un pouvoir d'adaptation plus fort. Et donc, il y a semences paysannes et semences anciennes. D'accord. Et est-ce qu'au niveau, par rapport au climat et à vos pratiques, est-ce que vous avez perçu déjà des impacts du règlement climatique Disons, déjà, on le savait déjà à l'avance, mais il n'y a pas une année pareille en agriculture. Mais depuis 12 ans qu'on est installé, réellement, le côté 4 saisons, il est en train de changer totalement. Ouais. On est plutôt en version 2 saisons, quoi. Ça passe du tout au rien. Il va pleuvoir entre septembre et puis mars, tout peut arriver en termes de pluie.
des grosses périodes de pluie et pas de froid. Et pas de froid, et puis des fois il peut y avoir des périodes de gel alors que tout a germé. Exactement, alors on est moins sensible à ça, parce qu'on est sur le littoral, c'est moins problématique. Et par contre, des gros coups de chaud qui peuvent arriver en juin et des grosses chaleurs en juillet qui décalent tout, quoi. Ce que Félix m'avait parlé de ça, c'est que vous avez eu des feux de forêt en 2022 dans la région. Ah ouais, tout à fait, ouais. Je sais pas si c'était déjà arrivé par ici. Non, c'est des choses complètement hallucinantes. Tout à côté ou dans les forêts qu'il y a autour, des choses qui sont... Et puis un autre élément qui est pas dans les champs, mais qui est pour le coup dans le moulin, c'est que réellement, et dans les silos, c'est que c'est hyper dur de faire du froid, de ventiler, de gérer réellement des températures froides. Ce qui fait que tout ce qui est mythe alimentaire et charançon, ben en fait, c'est une problématique que les gens du sud de la France ont depuis très longtemps, que nous, on est obligé d'être d'autant plus sensibles maintenant, quoi. Okay. Donc on le voit bien, il y a un réchauffement et une variabilité qui est différente sur les saisons. Et du coup, pour vous adapter à ça, justement, les problèmes de charançon, des fortes chaleurs, vous avez mis des choses en place? On est attentif pour les variétés, en fait. On a des variétés qui sont de plus en plus résistantes. Ouais, alors on a fait un mélange de population. Actuellement, là, on n'a plus ce mélange-là pour d'autres raisons, mais on avait mélangé un blé du Pays Basque qui gère bien les coups de chaud et les coups de sec, avec des blés du pays de Redon et puis de Sixte-sur-Af, qui eux ont l'habitude d'avoir les pieds dans l'eau. Et en mélangeant les deux, on se dit d'année en année, statistiquement, il y en a toujours un qui s'en sort mieux que l'autre. On l'a perdu pour des raisons de carie, donc rien à voir. Qu'on avait pu voir pendant ma première période. Du coup, je vais peut-être parler plus maintenant de la Bretagne, parce que ça fait 4 semaines, enfin c'est ma 4e semaine de stage ici, et j'ai l'impression, alors peut-être parce que vous êtes en agriculture biologique, et que du coup on rencontre beaucoup d'agriculteurs en agriculture biologique, mais j'ai l'impression qu'en Bretagne, il y a quand même un élan plus important que dans le reste de la France. Je sais pas si toi tu le perçois comme ça. En fait, c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est des histoires de bulles. On est des filtres, on est dans nos réseaux, mais on voit bien que non. Je pense que c'est à la même image que statistiquement. Je crois qu'on est sur les mêmes dynamiques. Et là, dans le Morbihan, non, on n'est pas des champions. Pas du tout. Pas des masses. Non, après, il y a le côté aussi vente directe sur le littoral. Qui fait que souvent les deux sont associés, agriculture bio et vente directe. Souvent, oui. Et de toute façon, dans mon rapport, je me souviens, je l'avais précisé que c'est beaucoup sur le littoral, dans votre région, il y a beaucoup de ventes directes, et finalement, c'est ce qui vous permettait à vous aussi de vous en sortir, parce que vos rendements en agriculture biologique fait que vous pouvez pas vendre juste vos céréales, il y a besoin d'ajouter. Ah ouais, c'est clair. Puis c'était pas le modèle dès le début. On n'a pas des surfaces qui s'y prêtent réellement. Mais surtout, la question, c'est réellement le modèle qui se met en place dans le coin. C'est justement une petite agriculture, on va dire, d'affichage sur le littoral, avec la vente directe, des petits producteurs, patati patata. Et de l'autre côté, de la 4 voies, en fait, qui coupe le littoral pour aller vers les terres, où là, on est plutôt sur des agrandissements majeurs de fermes et où on est sur des toute autre logique. Et ça supprime aussi des terres arables ou... Alors, je crois que ça y est, c'est fini quand même. C'est fini. Sur le papier, c'est fini. Là, on a les derniers soubresauts. Ouais. Je pense que ça y est, on commence à aller vers de la préservation des ressources en terre. Et d'un point de vue personnel, au sein de votre ferme, ou personnellement, toi, Félix, est-ce que vous mettez en place en faveur du coup des changements qui sont à venir et des... Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai on a commencé tout à l'heure à en parler, mais il y a des démarches qui sont beaucoup plus sur le long terme. Nous, on a des problématiques d'accès au foncier, ce qui fait que c'est pas évident, par exemple, de créer des nouvelles haies, en fait, dans des parcelles dont on n'est pas propriétaire, où les propriétaires sont pas forcément sensibles à ça. Il faut des démarches assez longues. Mais on a, l'année dernière, mis en place 2 hectares de haies avec un programme Bresse-Bocage, qui permet d'accompagner les agriculteurs. Pour Bretagne, c'est Bresse-Bocage, c'est un projet breton financé par des aides européennes, qui permet d'accompagner les agriculteurs à planter des haies. Pour favoriser la biodiversité. Voilà. En parallèle de ça, on accepte des facilités pour
couper des haies un peu partout, mais c'est un peu contradictoire. Mais en tout cas, dans notre cas, il y a la notion des haies, il y a la notion du non-labour, où là, on travaille énormément sur les effets collatéraux du labour. Donc là, on travaille dessus, c'est pas simple, mais on travaille dessus. Essayer de travailler de moins en moins le sol, éviter le labour. C'est ça, et puis... Les investissements qui sont faits derrière avec le nouveau matériel. C'est ça. Après, on est dans la CUMA de notre commune, où voilà, on n'est pas forcément capable de maîtriser tous les choix du matériel, mais en tout cas, on essaye de prendre notre part là-dessus. Et puis, voilà. Okay. Sinon, sur tout ce qui peut permettre de limiter nos émissions de CO2, on a fait un bilan carbone de la ferme et on essaye de voir où sont les principaux facteurs. Voilà. Ce qui est un facteur peut-être à améliorer ici, dans votre cas, c'est l'éparpillement de vos parcelles. Du coup. Donc là, en fait, c'est un travail de long terme aussi, et on essaye. Là, on doit récupérer des parcelles, quitte à en laisser d'autres et à les laisser en prairie permanente, là où réellement on a des prairies qui sont pas forcément, des terres qui sont pas forcément très pertinentes, de leur donner une vocation vraiment de biodiversité, et donc du coup de se concentrer sur des parcelles qui sont plus productives et le plus près possible de nous. Ouais. Mais et puis aussi d'un point de vue personnel, j'ai l'impression quand même t'essayes vachement de te renseigner. Tout à l'heure tu m'as montré la conférence d'Arthur Keller, mais je me souviens que pendant la première période de stage tu m'as fait parler d'autres personnes. Il y avait un podcast que tu écoutais, c'était Thinkerview, je crois. Ouais. Et du coup, d'un point de vue personnel, toi, t'es quand même vachement engagé dans. Ouais, j'ai un slogan, c'est l'ignorance tue. Avec des gens cultivés, ça peut pas forcément suffire, mais en tout cas, déjà, il faut déjà se former sur un ensemble de choses et avoir des notions de quantitatif, quoi. Il y a vraiment des grandeurs d'échelle à avoir sur plein de sujets, et à partir de là, c'est des aides à la décision, quoi. Si on sait déjà où on met les pieds, quelles sont les choses les plus impactantes, on a des chances d'aller dans la bonne direction. Et donc on a cette chance aussi, comme on fait de la valorisation, on passe du temps au fournil. On a quand même 2 journées de boulange où on a 5-6 heures tout seul. Moi j'en profite pour me former sur différents outils audio. C'est ça. Et ça te conduit aussi à mener un peu des expérimentations sur ta propre ferme, j'ai l'impression aussi. Oui, il y a plein de choses qui se mettent en place. On fait partie aussi on a des réseaux comme le GAB, le groupement d'agriculteurs biologiques, et puis Triptolène. Peut-être préciser ce que c'est. Alors le GAB, donc ça c'est assez connu. Il y en a un peu partout dans tous les départements. Dans chaque département de France. Et Triptolène, c'est une association qui fait partie du réseau Semences Paysannes, dont on parlait tout à l'heure, qui a pour but de remettre au goût du jour et de travailler la biodiversité cultivée, notamment autour des céréales. Donc remettre en culture des vieilles variétés, les sortir des frigos de l'INRA. Il y a eu pas mal de travail de fait là-dessus. Et donc voilà. Et à titre personnel, justement, avec le GAB, on le fait aussi. Il y a un groupe climat qui s'est monté. On essaye de mettre en place soit des petites formations sur les économies d'énergie, sur le photovoltaïque à la ferme. On aurait bien aimé faire un projet de microméthanisation, histoire de montrer que ça a du sens de faire de la microméthanisation pour le matériel agricole. Mais il y a plein de choses, il y a plein d'idées, mais après, des fois, il faut... pour être autosuffisant au niveau de la ferme. Ouais, voilà, il y a des super informations là-dessus qui permettent de montrer que potentiellement, il faudrait au moins commencer par là et peut-être pas aller plus loin, quoi, pour la microméthanisation. Récemment, donc, du coup, il y a quelques mois, il y a eu une crise agricole sur les nouvelles mesures qui allaient être mises en place au niveau national. Pour vous, en tant qu'agriculteur bio, je sais que Félix m'a dit que vous aviez été... Alors, en tout cas, lui m'a dit qu'il avait été aux manifestations soutenir, mais du coup, c'est un peu en dehors de vos principes et de ce en quoi vous croyez. Est-ce que, du coup, toi, de ton point de vue, tu comprends leur ras-le-bol, mais en même temps, tu sais qu'il faut peut-être changer de modèle agricole et que si on s'y met pas maintenant, ce sera peut-être un peu trop tard après. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Justement, en fait, moi j'ai vachement pris de recul. Ça m'a fait une claque, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes,
ça a été présenté d'une manière médiatique où j'avais pas l'impression que c'était pour moi en fait, que en gros justement la cause écologique a été mise de côté, que entre la fin du mois et la fin du monde, en fait il y avait un choix clivant. Alors qu'en fait, la conférence pour le climat qui a été faite derrière avec la Convention pour le climat a bien montré en fait que justement il faut faire converger les luttes. Et moi, quand j'ai commencé à voir la crise avec les agriculteurs qui commençaient à aller sur les ronds-points partout, je me suis dit non mais en fait, il faut pas refaire la même chose. Il faut absolument en fait, au contraire, utiliser en fait une crise qui monte pour parler des vrais sujets. Et les vrais sujets, c'était le libre marché notamment, qui permet pas d'aller vers des normes environnementales contraignantes, mais les agriculteurs, je pense, pour l'essentiel, ils sont capables et potentiellement, ils ont même la volonté de les suivre, ces règles environnementales. Mais pas si les règles du jeu sont pipées, quoi. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, en fait, il faut bien sûr, je sais bien que les syndicats majoritaires qui appelaient à cette grève-là, ils allaient avoir le devant de l'affiche, mais en allant sur les ronds-points et discuter avec les agriculteurs, et qui étaient d'ailleurs surpris de nous voir, et de leur dire mais non, mais en fait c'est la même lutte, on est agriculteurs de la même manière, et on veut la même chose. Je suis sûr que tu veux pas raser tes haies, que mettre des phytos c'est pas forcément ton trip. C'est parce qu'ils ont été c'est un modèle. Pendant longtemps ils ont été contraints par et donc changer ce modèle, c'est le faire avec eux en fait. Et il faut être incluant, il faut absolument que la démarche elle dépasse les idéologies en fait. C'est juste que il faut limiter le libre marché, la concurrence qui est déloyale, et à côté de ça, on peut mettre en place des normes environnementales contraignantes. Pas rester en intracommunautaire, mais en intercommunautaire. Tout à fait. Et puis, nous, moi, j'ai pas les solutions à tout. Il faut être modeste. Si déjà, en fait, d'après Solagro, c'est aussi un des points d'appui que j'ai. On peut imaginer qu'un modèle viable, relativement résilient en France en 2050, ce serait 50% agriculture biologique, 50% agriculture intégrée. Et ça veut dire qu'en fait, on a du chemin à faire des deux côtés, quoi. On a besoin des deux. Voilà. Intégré, pas conventionnel. Pas conventionnel. mais en fait, il y a des chemins, il y a des ponts, et il faut surtout pas qu'on s'isole les uns les autres, quoi. Ouais. Et puis il y a plein de... Pour le futur, il y a peut-être plein d'agriculture possible, agriculture biologique intégrée. Il y a aussi de nouveaux modèles qui apparaissent, c'est agriculture de précision pour limiter les... Oui, ce que je sais, c'est que l'agriculture de masse, il faut qu'elle reste potentiellement à petite échelle. En tout cas, qu'il y ait suffisamment une agriculture qui ne dépendent pas de notre macrosystème, parce qu'en fait, il suffit de voir des conférences comme Arthur Keller ou d'autres. Le système est fragile, et donc il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Moi, je pense que si quelqu'un disait actuellement je détiens la solution, je ne l'écouterais pas. C'est pas possible. Par contre, savoir que justement l'avenir il est quand même bien incertain, ça veut dire qu'il faut vraiment ouvrir différentes possibilités. Mais je pense, pour ma part, je suis convaincu que l'histoire qui est en marche, elle va pas vers plus de phyto, vers plus de monoculture, vers plus de... Donc en fait, en gros, il y a quand même des choses qui sont en cours, mais on peut pas balayer d'un revers de main tout ce qui a été fait par d'autres. Il faut être dans une forme de continuité, mais avec du changement radical quand même. Et justement, tu parlais d'avenir, quand tu le vois toi, l'avenir, le futur de ta profession, de l'agriculture en général, pas seulement à ton échelle de paysan boulanger, mais l'évolution de l'agriculture face au changement climatique, au dérèglement, comment s'y adapter, comment essayer d'atténuer. En fait, moi, surtout, pour moi, réellement, le changement climatique, c'est vraiment, c'est presque un symptôme en fait de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Si on met bout à bout toutes les crises, ou en tout cas toutes les problématiques qu'on a dans nous, on voit bien que c'est plutôt le modèle dans lequel on est qui en fait fait accumuler les crises, et laquelle va être fatale. Je sais pas, j'espère pas qu'il y en aura une, mais en tout cas c'est sûr que c'est systémique. Donc déjà pour moi c'est sûr que
il y a une question d'échelle. L'alimentation, elle doit être locale. Au moins, elle doit commencer par être locale. Donc, tout ne peut pas être à grande échelle. Il faut des petites structures. L'agriculture paysanne, ça nourrit dans le monde plus de quasiment 70% de la population mondiale. Donc, en fait, il faut surtout pas se dire le modèle, c'est des grandes fermes avec 50 hectares en monoculture. Ce qui, malheureusement, c'est de plus en plus le cas, en fait, en France. Et donc, je pense que de par les crises qu'on va sans doute avoir à gérer, que ce soit avec des problématiques énergétiques, des problématiques de biodiversité, de fertilité des sols, d'accès en eau, je pense qu'en fait, les agricultures qui vont le mieux s'en sortir, c'est celles qui vont être résilientes aux crises. Oui. Donc, moi, je me prépare plutôt à ça. C'est-à-dire, en fait, comment, en fait, ma ferme, j'essaye et l'agriculture de manière générale, hein, donc je pense, là, je renvoie ça aux chambres d'agriculture, à tous ceux qui sont dans des choses plus grandes. C'est comment rendre réellement la production alimentaire sur les territoires résiliente. Pour moi, c'est la question fondamentale. Et du coup, cette question-là, en fait, elle déroule sur plein de sujets, quoi. L'adaptation au réchauffement climatique, la maladaptation. En fait, comment j'investis? Si j'investis mal, si j'investis pas au bon moment, si j'investis pas réellement dans la bonne direction, potentiellement, c'est pire que le mal. Les méga-bassines, je pense que... voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, le mot-clé, c'est réellement la résilience. Comment, en fait, on va rendre la production alimentaire résiliente sur le territoire. Est-ce qu'il faut plein d'agriculteurs plutôt que plein de machines? Je pense. Est-ce qu'il faut plus de biodiversité plutôt que plus de phytosanitaires? Je pense. Est-ce qu'il faut travailler la fertilité des sols avant tout? Ça me paraît évident. Je veux dire, ça, c'est des choses, on a à y répondre collectivement. Le sol, c'est un support qu'on peut pas remplacer et qu'on a grandement besoin. Non. Contrairement aux théories économiques qui disent que tout est remplaçable, non. Le sol, c'est pas... Moi, j'ai toujours en tête un proverbe indien qui dit l'argent, ça se mange pas. Et ben en fait, cette phrase-là, elle peut paraître con, elle peut paraître bête, mais en fait, elle correspond à une hypothèse de base de l'économie mondiale depuis 50 ans, qui est justement, si en fait, on peut manger de l'argent, parce que tout est substituable. Et en fait, c'est pas vrai. Alors, est-ce que du coup, là, maintenant, est-ce que tu aurais des sujets que tu aimerais aborder de ton côté, quelque chose qui te tient à cœur pour finir? Je pense que je trouve ça super en fait que sur nos fermes on accueille quasiment tous les ans des futurs ingénieurs en agro, enfin des ingénieurs qui sont en école d'agro, parce que moi j'ai été ingénieur en informatique. Je pense que cette double culture, c'est-à-dire avoir un niveau suffisamment important à grande échelle, ça veut pas dire être hors sol justement, ça veut dire être capable de se reconnecter aux vraies réalités, et être ingénieur c'est résoudre des problèmes. Et je pense que n'en déplaise à Aurélien Barraud qui dit qu'il faut plus de poètes que d'ingénieurs, moi je pense quand même on est confronté à pas mal de problèmes actuellement, et que avoir des ingénieurs poètes c'est pas mal. C'est-à-dire voilà que en fait en gros notre intelligence collective, il faut et les intelligences et les connaissances de chacun, il faut qu'elles aillent directement là où il faut, quoi. Il faut vraiment que les jeunes qui viennent là, enfin et les moins jeunes, c'est ce que nous on essaye de transmettre, c'est se dire il y a des choses à faire, et ma tête je peux l'utiliser vraiment sur des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, toutes simples. À l'échelle d'une ferme, il y a vraiment moyen de cogiter et d'avoir une stimulation intellectuelle qui est de mon point de vue, de par mon expérience, qui est carrément meilleure que ce que j'ai pu avoir dans des multinationales. Ok, mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci. Et voilà, le podcast est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère qu'il vous a plu. J'en profite pour remercier David, Pierre et Félix de leur accueil lors de mon stage de première année. J'en garde de beaux souvenirs et de belles leçons de vie. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à solliciter les responsables de l'association A Voice afin de rééditer l'expérience. Pour ma part, c'était le dernier projet qu'il me restait pour une association ensatienne et je peux désormais accéder au titre de 3A aigri. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Merci.